merci d'être venus nombreux pour cette conférence sur l'émission océanographique de Peter Van Beek, qui va donc vous présenter tout ça, cette petite conférence. Merci, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir. Merci à l'association Magma de m'avoir invité. Et donc voilà, je m'appelle Peter Van Beek, on présente, on dit, mais il n'y a pas de souci. Peut-être juste pour me représenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc effectivement, moi j'ai commencé, et pour un peu vous raccrocher à vous là, qui êtes étudiant, moi j'ai commencé à faire de l'océanographie donc en niveau Master 1. Je suis parti à Marseille faire un Master 1 d'océanographie. Ensuite, je suis allé à Paris 6, l'Université Pierre-et-Marie Curie, pour faire un Master 2. Ensuite, j'ai pu faire une thèse en océanographie, en paléocéanographie, en fait, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Gif-sur-Yvette, dans la banlieue parisienne, où je travaillais sur les carottes de sédiments marins pour reconstituer les climats du passé. Ensuite, suite à cette thèse, je suis parti aux États-Unis, 1 an, au Woodsole Oceanographic Institution au sud de Boston. Et ensuite, je suis revenu en Écosse, en Europe, sur un financement européen, avant d'être recruté ici, à Toulouse, donc il y a déjà une vingtaine d'années, en 2003. Et donc, au cours de tout ce parcours, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de missions en mer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter celles qui me tiennent le plus à cœur, c'est celles que j'ai pu faire dans l'océan austral. Donc, on est parti à plusieurs reprises dans la région des îles Kerguelen et du côté de l'Antarctique. Sinon, c'est vrai qu'au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de faire pas mal de missions en mer, parce que c'est ça mon métier. Donc j'ai pu aller aussi bien aux Bermudes, à Hawaï, dans l'estuaire de l'Amazone, travailler avec les Japonais au large du Kamtchatka, au large de l'Espagne ou en mer Méditerranée. On a l'occasion effectivement dans ce métier d'océanographe de partir sur le terrain. Donc l'idée c'est que je vais vous faire une petite présentation de ce que je fais peut-être comme recherche et pourquoi je suis intéressé par ces régions éloignées. Et ensuite, je vais vous montrer un petit diaporama de ce qu'est vraiment une campagne en mer dans ces régions-là. J'espère que ça ne va pas trop déborder. J'essaierai d'aller plus vite s'il faut, on surveillera le temps. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de partir à 4 reprises dans l'océan austral. Donc 2 fois autour du plateau de Kerguelen. Donc c'est une île subantarctique française au sud de la Réunion, entre la Réunion et l'Antarctique. Et là, on a étudié la fertilisation naturelle en fer. Il y a du phytoplancton qui se développe au large de l'île. Et on essayait de comprendre pourquoi le phytoplancton se développait particulièrement dans cette région. Et on pensait que notamment c'était les apports de fer, l'érosion par les courants qui apportaient du fer au large de cette île et qui permettaient au phytoplancton de se développer. Et toujours, ces campagnes à bord de ces bateaux, ici c'était sur le Marion Dufresne, ils ravitaillent, parce qu'il y a des bases scientifiques là-bas, donc ils ravitaillent les bases. Après, je vais vous montrer aussi quelques photos d'une campagne entre l'Afrique du Sud et les îles Kerguelen, toujours dans cette région, qu'on a menée aussi en 2021, donc à bord du Marion Dufresne. Et un peu plus loin dans le temps, au cours de ma thèse, j'ai eu la chance de partir sur un brise-glace allemand, le Polarstern, qui m'a emmené donc à la station en Antarctique de Neumayer, puisque l'avantage en science, c'est qu'on peut travailler sur des bateaux de n'importe quel pays, aller voir des bases de n'importe quel pays. C'est vraiment de la recherche internationale. Et là, à l'époque, c'était plutôt une mission donc, de carottage. Et encore une fois, le bateau aussi ravitaillait la base en Antarctique. Donc moi, mes recherches, c'est quoi? Rapidement, je vais pas trop m'étaler, mais on cherche... Donc je suis géochimiste, je fais de la géochimie marine. Donc on cherche à étudier le devenir des éléments chimiques et de la matière dans l'océan. Donc les éléments chimiques, ils sont apportés par les sédiments côtiers, par les poussières atmosphériques, par les sources hydrothermales notamment. Et ensuite, ces éléments chimiques sont redistribués dans l'océan par les courants, par le mélange. Et notamment, une partie de ces éléments peuvent jouer un rôle dans le cycle du carbone, parce que ces éléments chimiques sont parfois utilisés par le phytoplancton, donc qui est une pompe de carbone, puisque via la photosynthèse, le phytoplancton va pomper du CO2 et contribuer donc à réguler les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre ce qu'on fait et toujours les problématiques de climat. Le phytoplancton éventuellement est consommé par le zooplancton et cette matière va chuter et éventuellement s'accumuler au fond des mers. Donc on va partir en mer, nous, pour étudier les sources et les puits d'éléments chimiques dans l'océan. On va essayer de quantifier des flux d'éléments chimiques
soit apportés à l'océan ou soit retirés de l'océan. Je vais vous dire aussi moi j'utilise les radioéléments, donc on va essayer de chronométrer des processus, chronométrer les courants, chronométrer la vitesse de chute des particules, estimer les vitesses de sédimentation ou dater les sédiments avec ces radioéléments. Et éventuellement, tout ça, ça va nous permettre d'évaluer l'impact de ces éléments sur la pompe biologique. Donc récemment, moi, j'ai été pas mal impliqué dans un programme international Géotrace. Donc l'idée, c'était de mettre plus d'une trentaine de pays ensemble pour essayer de cartographier les océans, essayer de cartographier la distribution des éléments chimiques qui ont été relativement peu analysés dans le passé. Donc ça concerne plein d'éléments traces comme le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le manganèse et tous les radioéléments que j'utilise dans l'isotopes du radium, thorium, actinium, beryllium, etc. Donc c'est une tâche énorme hein, parce que bien sûr la surface des océans et le volume des océans c'est énorme. Donc ça constituer cet atlas, c'est possible seulement en mettant tous les pays du monde ensemble. Et tous les traits là, que vous voyez, ça fait un peu graffiti, mais c'est des campagnes océanographiques. Hein. L'idée c'était de se partager l'océan à différents pays. Et tous les pays étaient en charge hein, de mener une campagne, de financer le bateau et ensuite de financer les recherches dessus. Donc nous, on a eu l'occasion notamment de participer à une campagne entre le Portugal et Groenland. Donc ça, c'était une mission organisée par les Français. Et celle que je vais évoquer aujourd'hui, c'est entre l'Afrique du Sud et les îles Kerguelen. Les îles Kerguelen sont ici. Et après, ça, c'était les campagnes pilotées par la France. Mais on peut très bien ensuite aller sur des bateaux qui font d'autres transects, qui sont organisés par d'autres pays. Et l'idée ensuite, c'est de faire une cartographie, un atlas de la distribution des éléments chimiques en 3 dimensions. Donc là, voilà, l'objectif, c'est ça, c'est toutes les différentes sections. Je ne sais pas si vous reconnaissez ici, c'est l'océan Atlantique, hein, au milieu, avec les continents, là c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique. Et donc, les sections, ensuite, sont mises les unes à côté des autres, et ça nous permet de visualiser la distribution ici du fer, hein, c'est un élément chimique donc qui est important pour le phytoplancton. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir où est-ce qu'il y a plus de fer, où est-ce qu'il y en a moins, pourquoi il y aurait plus de fer à certains endroits, quantifier les apports de fer. On voit clairement au niveau de la dorsale, hein, médio-atlantique, des apports de fer, hein, principalement liés à des apports par des sources hydrothermales. Il y a aussi des apports au niveau des sédiments, hein, des marges, qui vont relarguer du fer. Et il y en a d'autres zones où il y a beaucoup moins de fer. Dans l'océan austral, on a évoqué tout à l'heure qu'il y avait peu de fer, sauf à proximité des îles subantarctiques, et il y a du fer qui va être relargué. Donc nous, on a essayé de participer depuis une dizaine d'années à cet effort de cartographier la distribution des éléments chimiques. Et moi, comme je vous disais, je suis plutôt intéressé par analyser les radioéléments dans l'océan. Donc des radioéléments qui vont être naturels, puisque vous savez peut-être, mais il y a des familles radioactives naturelles, de l'uranium et du thorium, qui produisent tout un tas de descendants dans les sédiments, dans la mer, et ça va apporter ensuite donc, des éléments qui vont être redistribués par le mélange, par les courants, etc. Il y a des éléments aussi qui arrivent par les pluies, comme le beryllium 7 et le plomb. Ça va m'intéresser parce qu'ensuite je vais pouvoir étudier comment ces éléments sont redistribués par le mélange en surface. Et il y a éventuellement des catastrophes nucléaires, hein, comme il y a pu y avoir Tchernobyl, Fukushima. Ça apporte des radioéléments, comme le césium-137 par exemple, qui pareil, moi je vais pouvoir les utiliser. Parce qu'ils arrivent à la surface des océans et ensuite le mélange va les redistribuer. Donc moi je me sers de ces éléments comme des colorants. C'est comme si quelqu'un mettait des colorants, sauf que les colorants, je n'ai même pas besoin de les mettre, ils arrivent tout seuls dans l'environnement. Donc les radioéléments artificiels, effectivement, il y a eu les explosions de Tchernobyl, Fukushima, ou alors hein, dans les années 50-60, certains pays ont fait des tests de bombes thermonucléaires dans l'atmosphère, et pareil, moi j'utilise aussi ces radioéléments qui sont distribués partout, comme traceurs. Donc après, la complication pour nous, hein, c'est que ces radioéléments, bien sûr, ils sont présents en très faible concentration dans les océans. Donc il va falloir chercher des grands volumes d'eau. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur 60 millilitres ou 30 millilitres d'échantillons, puisque je n'aurai pas assez de radioéléments hein, dans mes 30 millilitres. Moi, il me faut plusieurs centaines de litres, voire 1000 litres pour un échantillon. Donc vous comprenez qu'en océanographie, c'est compliqué, hein, puisque la profondeur moyenne des océans, c'est 4 km. Aller chercher à 4 km 1000 litres pour un échantillon, c'est compliqué. Donc on a un peu ce challenge-là, nous,
d'aller développer des techniques. Alors on a ce système de bouteilles Niskin, que là vous voyez des bouteilles ouvertes, c'est des bouteilles qui font 12 litres de volume chacune. Donc éventuellement, si on les remplit toutes, vous voyez, éventuellement ça fait une centaine de litres, hein, voire 200 litres. Donc on peut envoyer ces systèmes, ces rosettes qui vont prélever de l'eau à 3000 mètres, à 2000 mètres, à 1000 mètres, mais à chaque fois, une rosette, ça va être seulement 1000 litres. Donc ça va être seulement 200 litres. Donc ça me donne seulement un échantillon. Donc je vais être obligé de renvoyer plusieurs fois la rosette pour collecter différents échantillons, parce que ce qu'on veut, c'est quand même construire un profil vertical dans la colonne d'eau. Et bien sûr, ça prend du temps, hein. Le temps, c'est de l'argent, hein, parce que les missions en mer, il faut les payer. Et après, l'autre système, c'est d'utiliser des pompes in situ. C'est des pompes qu'on va fixer sur le câble, hein, comme ici, là, on était en train de fixer une pompe sur le câble, et on va positionner plusieurs pompes qu'on va envoyer en profondeur, et elles vont filtrer l'eau in situ. Et on va mettre des cartouches spéciales, là en jaune, vous voyez, c'est une cartouche qui va permettre de préconcentrer les radioéléments de l'eau qui va passer dessus. Donc l'eau est aspirée, hein, on a un système de batterie, de pompe, l'eau est aspirée à tous les niveaux et va passer par la cartouche qui va retirer les radioéléments au fur et à mesure que les centaines de litres d'eau vont passer dessus. Donc ça permet vraiment là de filtrer des grandes concentrations, des grands volumes d'eau et donc de préconcentrer les radioéléments qu'on va analyser ensuite. Donc ça, c'est les systèmes qu'on déploie souvent pour justement préconcentrer les radioéléments. Après, la matière qu'on a vue tout à l'heure, issue du phytoplancton et qui va chuter vers les profondeurs, on va être aussi intéressé de la collecter. Pour la collecter, on va déployer des pièges à particules. Donc c'est des grandes lignes qui sont posées sur le fond au moyen d'une encre, hein, et tirées vers le haut avec une bouée. Et là, vous voyez, pour intercepter de la matière toute petite, hein, qui chute, eh bien, on met des cônes, des entonnoirs, hein, qui font à peu près ma taille, une section d'1 mètre carré. Et rien que ça va permettre de piéger la matière qui chute. Et à la base de l'entonnoir, on place un petit flacon. Et le petit flacon, du coup, va récupérer la matière pendant une semaine ou 2 semaines, hein, de prélèvement. Et ensuite, le plateau tournant va positionner un autre flacon. Toutes les 2 semaines, on peut programmer la rotation d'un nouveau flacon. Et ça fait que ce système, on peut le déployer pendant une année. Et on va ramener à chaque profondeur des échantillons qui ont été prélevés toutes les 2 semaines. Donc ça permet d'étudier la variabilité saisonnière, hein, des flux qui chutent en profondeur. Donc voilà, toute cette complication, hein, c'est inhérent à notre métier d'aller développer des systèmes pour collecter la matière. Et ensuite, on lutte aussi beaucoup pour développer des instruments de mesure performants. Donc moi, je vous disais, je mesure la radioactivité. Donc je mesure notamment la radioactivité gamma, hein. Il y a des radioéléments comme le césium qui émettent des rayonnements gamma. Donc j'ai besoin d'un spectromètre gamma. Et le problème, c'est que les spectromètres gamma, hein, ils sont impactés par tous les rayonnements cosmiques, hein, qui nous tombent dessus. Donc il va falloir, pour avoir un labo performant, c'est mettre ce spectromètre gamma sous la montagne. J'ai une montagne, je n'ai pas fabriqué la montagne, mais j'ai utilisé une montagne existante, à Foix, et on a placé donc nos détecteurs dans un tunnel pour que la roche absorbe les rayonnements cosmiques. Et du coup, les détecteurs qui sont sous cette roche ont un bruit de fond qui est très très bas, parce qu'ils sont protégés du rayonnement cosmique. Donc moi, quand j'ai préconcentré tous mes radioéléments en mer, sur des grands volumes, ces échantillons-là, je les amène dans ce laboratoire souterrain. On place les échantillons, ici vous voyez peut-être quelques échantillons, on les place sur les plateaux, et on a un bras qui est capable d'aller prélever un échantillon et d'aller mettre l'échantillon dans le détecteur, qui va analyser donc la radioactivité de l'échantillon. Alors le détecteur, il n'est pas accessible facilement comme ça, parce que lui-même est protégé par un gros château de plomb, hein, puisque quand vous mettez en souterrain, les rayonnements de la roche aussi peuvent impacter le détecteur. Donc on a dû construire des gros châteaux de plomb pour isoler le détecteur des rayonnements de la roche. Donc c'est toute une difficulté, hein, de prélèvement et une difficulté d'analyse, mais une fois qu'on a résolu les deux, on arrive à faire acquérir des super données. Hein, c'est ça vraiment l'idée. Donc là, on a eu des financements de l'Europe et de la région entre 2016 et 2019 pour développer cette plateforme. On a 5 spectromètres, hein, et on mesure donc la radioactivité de nos échantillons, ou parfois des collègues nous envoient des carottes de sédiments à dater, ou parfois des industriels nous envoient des matériaux à analyser. Donc voilà un petit peu pour le contexte de mes recherches.
Après, ben voilà, on focalise un petit peu plus sur les missions dans l'océan austral, à plusieurs raisons. Plusieurs raisons pour cela. Moi, je suis passionné depuis longtemps par ces régions, donc j'ai la chance aussi parfois de pouvoir choisir les régions sur lesquelles j'ai envie de travailler, si j'obtiens des financements pour ça. Et c'est vrai que on a la chance parce qu'il n'y a pas tout le monde peut aller dans ces régions-là, qui sont lointaines et souvent inaccessibles, très sauvages, avec une faune et une flore assez exceptionnelles. J'ai toujours aussi beaucoup aimé ces régions parce qu'il y a ces grands explorateurs qui sont allés visiter ces régions, et à chaque fois qu'on est dans ces régions, en tout cas moi je pense à eux, qui sont arrivés dans ces régions, ces explorateurs, c'était des aventuriers hors normes. Je crois qu'il n'en existe plus des comme ça. Tous les premiers navigateurs, par exemple, qui allaient, comme par exemple Kerguelen, qui a découvert l'île Kerguelen, en 1772, ils sont partis avec 2 bateaux de France, et bien sûr, ils partaient à l'aventure. Ils ne savaient pas où ils allaient. C'est comme si on envoyait une fusée dans l'espace et on leur dit vous partez, et vous ne savez pas où vous allez aller. Donc ils partaient avec 2 voiliers, ce n'était pas des bateaux à moteur, c'était en 1772 des bateaux rustiques, à voile, avec un équipage, bien sûr, ils n'avaient pas des laines polaires et puis des manteaux en Gore-Tex. Donc ils étaient mal équipés la plupart du temps. Et surtout, eux, leur rêve, c'était d'aller découvrir des terres qui leur permettraient de ramener plein de richesses, ramener des fruits, éventuellement d'échanger avec les populations, éventuellement ramener quelques esclaves aussi. Et donc, Kerguelen, c'était un de ceux-là. Il a été envoyé par le roi pour aller découvrir de nouvelles terres. Et vous imaginez le trajet entre la France et les îles Kerguelen, c'était un truc de dingue. Et pour la petite histoire, donc, ils sont partis avec 2 bateaux, le Fortune et le Gros Ventre. Et Kerguelen, quand il a découvert les îles Kerguelen, il n'a pas voulu lui-même descendre sur les îles, parce qu'il était dégoûté de sa découverte, en quelque sorte, c'est ce qu'on pense. Vous verrez les images, c'est pas du tout une terre avec plein de richesses, avec de l'or partout, non, avec des fruits et des populations amies, non, il n'y a rien de tout ça. Donc il était déçu, il a envoyé son lieutenant planter le drapeau, ce qui se fait jamais. Et donc quand il est revenu en France, ils font l'aller, ils font le retour, le roi lui a dit hop, 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 tu retournes là-bas, parce que là, la terre n'est pas à nous, tu n'as pas toi-même pris possession de l'île. Donc il a dû organiser une 2e campagne, la galère, et retourner là-bas, lui-même prendre possession de l'île. Une île qu'il n'avait pas déjà, il n'était pas très content d'avoir découverte en quelque sorte. Donc il a fait un 2e trajet là-bas. Ça paraît fou déjà de le faire une fois, mais lui il a dû le faire une 2e fois sur obligation. Il a embarqué une femme à bord parce que il sentait que ça allait être un plan galère de retourner au Kerguelen, ce qui était complètement interdit bien sûr. Et tous les officiers étaient jaloux, bien sûr, parce que la femme était déguisée en homme au départ, donc ça a mis un peu de temps à se trouver, mais bien sûr, une fois qu'il est revenu en France, tous les officiers l'ont dénoncé, et du coup, il a été jeté en prison. Donc il y en a quand même qui ont des vies un peu galères. Donc il a été envoyé dans la prison de la Bastille, carrément. Et il a eu de la chance, c'est que vous voyez, là on est en 1772, il a eu de la chance, c'est qu'en 1789, il y a eu la prise de la Bastille. Donc il a fait partie des prisonniers qui ont été libérés par la prise de la Bastille. Enfin, c'est des histoires de dingue. Cook, lui, c'est le navigateur anglais. Il est passé sur les îles Kerguelen après le premier passage de Kerguelen. Donc il est anglais, il aurait très bien pu prendre possession de l'île, puisque la première prise de possession par Kerguelen n'était pas vraiment effective. Et il a dit non, je la laisse aux Français, cette île. Donc là, c'était le 2e, c'est le couteau dans la plaie, on le remet. Et il a dit non, moi j'appelle ça les îles de la désolation, pour vous dire. Et j'en veux pas, l'Angleterre n'en veut pas. Et après, l'autre personnage aussi qu'on peut évoquer, c'est Dumont d'Urville. A priori, c'est lui qui aurait découvert, enfin c'est ce que disent les Français, puisqu'il est français, c'est lui qui aurait découvert l'Antarctique en premier. Il y a aussi, semble-t-il, 2 bateaux qui naviguaient autour de l'Antarctique à peu près au même moment, un truc de dingue. Depuis la nuit des temps, ça n'a jamais été exploré. Et puis là, il y a 2 bateaux qui tournaient, un Américain et un Français. Les Américains, je pense, ont tendance à dire que c'est eux qui l'ont vu en premier. Et nous, on dit que c'est Dumont d'Urville qui l'aurait vu en premier. Mais vous voyez, ils décrivaient quand même Ils étaient épouvantés quand ils étaient parfois dans la tempête, c'était des conditions de dingue. Lui, Cook, c'était un navigateur aguerri, il ressentait parfois une terreur d'être dans ces eaux qui sont compliquées. C'est vraiment...
On n'est pas dans des eaux plates, hein, on est vraiment dans des eaux avec beaucoup de vent, hein, dans les 40e hurlants, 50e rugissants, des conditions difficiles à imaginer sur des bateaux à voile. Ça devait être un truc de dingue. Après, si on parle d'Antarctique, on peut même aller jusqu'à l'accession au pôle Sud. C'est pareil, si vous lisez les livres de ces expéditions qui ont été montées pour planter le drapeau au point pôle Sud, hein, c'est extraordinaire. Il y a Ernest Shackleton qui s'y est risqué le premier en 1909, hein, donc c'est quand même malgré tout assez récent. Et lui, à 180 km du pôle Sud, donc il avait vraiment fait le plus dur. Il avait passé tous les reliefs, il n'avait plus que du plat pour finir. Et il s'est dit, je n'aurai pas assez de vivres pour revenir. Donc, je dis à mon équipe, en tant que leader, il a dit, on s'arrête. Hein. On n'a pas réussi, mais on s'arrête. Et on fait marche arrière. Donc, lui, il était conscient qu'en faisant ça, il n'allait pas y arriver, il n'allait pas obtenir la gloire, mais il a sauvé toute son équipe, ce qui est assez impressionnant. Hein. Parce que Scott n'a pas fait de même. Hein. Lui, il a voulu lutter pour aller jusqu'au bout, et ils sont tous morts sur le retour. Donc j'aime bien cette phrase hein, que Shackleton a dit. C'est simple hein, comme phrase, mais j'aime bien me l'appliquer souvent. C'est quelques regrets que nous puissions avoir, nous avons fait de notre mieux. Hein. Vous imaginez le mec qui était à 180 km, peut-être 3-4 jours hein, de marche du pôle Sud, d'être le premier à atteindre ce point. Et il sort une phrase assez banale comme ça, mais qui est assez forte, hein, bien sûr, dans ce contexte-là. Et après, les deux qui se sont tirés la bourre, hein, c'est Scott et Amundsen. Je ne sais pas si vous avez lu aussi ces épopées, c'est complètement incroyable. C'est Scott qui avait monté une expédition en anglais, et Amundsen était plutôt parti pour aller en Arctique, et finalement quelqu'un avant lui est allé au pôle Nord. Donc entre-temps, il s'est dit, allez, on va aller au pôle Sud. Sauf que Scott n'était pas au courant, donc lui il a mené sa petite expédition, et pendant ce temps-là, Amundsen était arrivé au pôle Sud, et ils se sont tirés la bourre. Scott savait qu'Amundsen y était, mais Amundsen savait que Scott y était, mais Scott ne savait pas qu'Amundsen y était. Donc en arrivant au pôle Sud, vous voyez bien qui a été le premier, c'est Amundsen. Amundsen a réussi en fait à arriver le premier. Et petit à petit, l'équipe de Scott, hein, ils sont arrivés en retard. Ils sentaient une présence hein, quand ils lisent, quand ils écrivent leurs bouquins, c'est assez dingue aussi. Ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est pas loin. Ils sentent. Et effectivement, ils arrivent, il y a un drapeau, les boules quoi. Donc ils n'étaient pas les premiers. Et donc ils étaient quand même découragés, ils sont arrivés trop tard dans la saison. Le problème c'est que si tu es trop tard dans la saison, il fait de plus en plus froid, hein, ça bascule dans la météo plutôt d'automne, pas encore hiver quand même. Et donc il fallait revenir en arrière, et revenir en arrière, ils sont morts tous les quatre dans l'expédition. Donc c'est des récits assez incroyables, et c'est des aventuriers assez incroyables. Shackleton est retourné, hein, vous connaissez peut-être cette expédition, il est retourné avec un voilier en 1914 dans ces régions, et ce voilier s'est brisé hein, dans la glace. Donc tout son équipage a dû vivre plusieurs années sur la glace, et Shackleton lui-même a essayé avec quelques-uns d'aller chercher du secours. Donc il est parti avec des petites chaloupes, il a monté des montagnes sur des îles, et il est arrivé pour chercher des secours qui sont venus le récupérer. C'est des histoires incroyables, et quand vous voyez la tête des gars, c'est pareil, c'est une autre dimension. Tom Crean, j'aime bien, il l'appelle le marin indestructible. C'est vrai que je pense que pour faire des aventures comme ça, il fallait être costaud. Et donc Shackleton avait réussi à aller jusqu'à l'île de l'éléphant et à ramener du secours et à sauver finalement pratiquement tout son équipage. Et bon, moi ce que j'aime aussi dans ces régions, c'est que c'est des régions de terre de science. Donc il y a des bases scientifiques en Antarctique, hein, notamment, et aussi sur les îles subantarctiques. Et bien sûr, c'est le lieu, par exemple, hein, de prélèvement des carottes de glace qui nous permettent d'étudier les climats passés, par exemple d'analyser les petites bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace et de remonter les concentrations de CO2 du passé. Et grâce à ces carottes, par exemple comme ici à Vostok, hein, ici c'est Claude Lorius qui monte la carotte de Vostok, eh bien on se rend, je trouve, hein, d'autant plus compte hein, de la concentration actuelle, hein, qui est bien sûr extraordinairement élevée par rapport à la concentration de CO2 des 450 000 dernières années. Voilà un petit peu pour l'introduction, et puis là je vais basculer sur le diaporama du coup de comment se passe une mission océanographique une mission océanographique, et après si vous avez des questions, on pourra aussi y répondre. Non, c'est bon ouais. Donc
Voilà, bah, nous on est à Toulouse, souvent on nous demande pourquoi vous faites de l'océanographie à Toulouse. Il n'y a pas de souci, on prépare le matériel, on l'envoie au port, ici c'est au port de La Réunion, et le bateau nous attend au port de La Réunion. Donc on a prévu tout le matériel, on envoie des containers, et ensuite tous les containers vont être chargés sur le bateau. Donc c'est un bateau qui est particulier, c'est lui qui ravitaille toutes les îles subantarctiques, Crozet, Amsterdam, Kerguelen. Donc il y a des grandes grues, il faut quand même transporter pas mal de choses sur l'île quand on ravitaille une île. Donc vous voyez l'arrière du bateau, c'est un grand bateau qui fait plus de 100 mètres de long. Et nous, les océanographes, souvent, on travaille sur le pont arrière, avec un portique qui va permettre de mettre des choses dans l'eau à l'arrière, ou des grues qui vont mettre des choses aussi sur le côté. Et sur le bateau, il y a des containers, mais ce sont des containers labos. On va travailler dans le labo. Donc on va par exemple avoir des labos qu'on va envoyer à La Réunion et ils vont le mettre sur le bateau. Ça, c'est un container de Brest, par exemple. Donc le collègue de Brest, il travaille là-dedans. Donc lui, et il y en a un autre collègue de Brest qui était là aussi. Alors, eux, ils choisissent les bons endroits, quand même, parce qu'ils sont avec vue sur la mer. Alors ça paraît chouette, mais dès que le bateau bouge, celui-là, ça peut être compliqué. Il est plus vite au contact avec la mer. Lui, là-haut, il était quand même mieux. Mais par contre, là-haut, le problème, c'est que plus tu as le mouvement de là-haut, tu le sens encore plus à hauteur. En hauteur. Donc effectivement, cette campagne, il y a un mélange de diapos de plusieurs campagnes ici. Donc ça, c'était en 2021. Donc on était encore dans le Covid. Malgré tout, la campagne a été maintenue. Ça paraissait fou parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, Covid, il fallait rester à la maison. Et nous, on a réussi à passer au travers de toutes les mailles, d'envoyer 50 scientifiques là-bas, de tous les pays. Donc vous imaginez dans les aéroports, etc., on voyageait avec des masques, on a eu du bol. Et arrivé là-bas, il ne fallait surtout pas qu'on soit contaminé, parce que si tu mets 50 scientifiques, 50 marins, c'est ça l'effectif, contaminés, ça aurait pu être un problème. Enfin, ça aurait pu être un problème. Après, on aurait été tous malades, mais c'est peut-être pas un problème, mais voilà, c'était le risque. Donc, il y a eu des tests, bien sûr, à l'aéroport. Déjà, il y avait des tests avant de partir, des tests, à l'aéroport, des tests, et avant d'embarquer sur le bateau, des tests. Et sur le bateau, encore des tests. Des tests Covid. Donc là, par exemple, c'est typiquement quand on embarque dans les régions chaudes, par exemple l'île de La Réunion. Bon, là, c'est tout plat, on est content, il fait beau, on est en short, t-shirt, et c'est vrai que c'est très agréable. Donc au début, la mer, elle ressemble un petit peu à ça. C'est vraiment, nous, quand on est parti à la fois de La Réunion, c'était comme ça. On voit même des petites choses, là, on est sur le bateau, on voit des petites choses qui bougent. Là, je pense que c'est un requin. Qui longeait le bateau, là, tranquille, puisque à La Réunion, il y a pas mal de requins quand même. Une année, moi j'avais vu 2 baleines à bosse sauter comme ça, à l'arrière du bateau, 2 baleines à bosse qui sortent, juste à peine sorties du port. Elles sautaient comme ça en l'air, 2 à la verticale. Donc voilà, c'est pas évident de voir des animaux en mer, parce qu'on n'est pas tous les jours à voir des baleines à côté du bateau, quand même, ou des dauphins. Voilà, et puis bien sûr, plus vous allez, je crois que j'ai dû passer si j'appuie sans commenter, il faut faire attention. Donc voilà, petit à petit, on voit bien que là, on va vers le sud, donc bien sûr, la mer change, parce qu'on est dans les vents d'ouest qui sont très forts, qui ne sont pas du tout arrêtés par les continents, donc petit à petit, ça monte. Là, on est dans la passerelle, c'est là le poste de pilotage du bateau, et voilà, la mer, elle change, donc ça veut dire qu'il faut qu'on attache tout dans le bateau. Et puis, il faut essayer de ne pas vomir non plus tous les 10 minutes. Bon, généralement, comme on est parti dans du plat, on arrive un petit peu à s'amariner et on n'est pas malade, mais il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont été malades pendant... Là, la mission a duré 54 jours en mer. Il y en a qui étaient malades pendant 54 jours. Ça ne doit pas être marrant. Avec 3 patchs, c'est le maximum, je crois, de mettre 3 patchs, et puis avec des lunettes de soleil, parce que les patchs affectent un petit peu la vision, la sensibilité à la lumière, donc il avait 3 patchs, le pauvre, mais il était motivé, et c'était le principal. Et donc voilà, les mers sont compliquées, c'est vrai qu'on voit bien, on est le froid, le vent, mais ça donne un petit côté aussi sympa. Parce que finalement, quand on est dans le Pacifique équatorial ou aux Bermudes, c'est vrai qu'on est plus en tongs et en short. Bon, c'est sympa aussi, mais c'est moins incroyable, quoi. Là, on a conscience quand même qu'on est dans des régions lointaines et isolées. Donc voilà, tout à coup, la mer, le vent. Et quand on est dans des conditions comme ça, on ne peut pas travailler. On ne travaille pas.
On ne peut pas, ça bouge trop, donc il y a trop de vent, on ne peut pas déployer les instruments à l'eau. Donc il y a quand même des jours où on ne travaille pas à cause des tempêtes. Vous voyez ce grand bateau de 100 mètres, là, c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas trop compte, mais quand tu as des paquets d'eau comme ça qui passent à plusieurs dizaines de mètres de haut, là, c'est que vraiment il y a de la mer. Moi, le plus gros que le bateau mesure, c'était 15 mètres de creux, on avait vu, sur le Polarstern, 15 mètres de creux entre le haut de la houle et le bas de la houle. Alors, c'est pas 15 mètres en pente raide, hein, mais c'est la différence entre le haut et le bas. À un moment donné, il y a eu 15 mètres d'écart. Voilà, et puis toujours pareil, les paquets d'eau qui arrivent jusqu'à la passerelle. Hein, vous vous rappelez au début, la passerelle elle était très très haute, hein, on est, je pense, au moins à 30 mètres de haut. Donc il y a les paquets de merde qui passent par-dessus. Donc ça, c'est bien sûr une caractéristique de ces régions. Dans le Nord Pacifique, j'avais eu aussi, sur les bateaux japonais, on avait été secoué aussi un peu parce que c'est la zone un peu des cyclones. Les cyclones viennent mourir dans cette région-là. Et le bateau japonais, le commandant avait deux options. C'est soit aller vers le cyclone ou soit aller vers les eaux territoriales russes. Ah, il a choisi les cyclones. C'était fou, mais non, c'était incroyable. T'étais là, mais non, mais quand même. Il ne voulait surtout pas aller dans les eaux territoriales russes. Russie, Japon, il y avait des petits soucis. À l'époque, donc on avait un peu pris. Ouais. Donc voilà, c'est pas toujours la tempête, hein, bien sûr, mais voilà, il y a quand même des jours où il fait beau. Il y a parfois des campagnes où on a la chance, il fait tout le temps beau, des fois il fait tout le temps mauvais, ou des fois on a un petit peu des deux. Donc ce qui est chouette aussi dans ces régions, c'est que voilà, on voit des animaux. Alors excusez, c'est vrai que souvent on me dit mais t'as pas pris en photo des baleines, ça c'est pas facile. Quand on les voit, c'est trop tard, elles ont sauté et puis elles sont dans l'eau. Donc quand je vais en école primaire, ils sont assez déçus souvent que j'ai pas des photos de baleines. Et les peu de photos de baleines que j'ai, c'est un petit point noir. Et moi je dis c'est une baleine et les gamins ils sont pas, non ils ne croient pas quoi. Ils disent c'est un poisson qui saute dans l'eau. Donc j'ai pas vraiment de photos de baleines. Par contre, il y a des photos d'albatros, hein. Il y a des albatros toujours qui tournent autour du bateau. Et donc certains albatros sont près de 3 mètres d'envergure. Le grand albatros, c'est 3 mètres. Donc ça, c'est toujours assez sympa aussi hein, de voir ces oiseaux que j'ai l'impression que je prends plus facilement de l'arrière que de l'avant. Mais voilà. Après, l'avantage sur le bateau, c'est que tous les soirs, hein, on reste 60 jours en mer, tous les soirs il y a un coucher de soleil. Donc on est quand même en lien avec l'environnement, c'est vrai que c'est sympa. Quand on fait une pause, on sort sur le pont et on regarde la mer. C'est vrai que c'est une expérience quand même assez sympa. Ça, je l'ai déjà décrit, donc je ne le redécris pas. Et quand on s'arrête et qu'on travaille, voilà, on déploie, là en l'occurrence, c'était une ligne de mouillage. On envoie une ligne de mouillage et avec un courantomètre qui va être fixé dessus. Et le courantomètre va nous permettre de déterminer la direction des courants et la force des courants. Quand on est sur une campagne en mer comme ça, c'est des équipes de chimie marine, donc ce que je fais, mais aussi on va embarquer des physiciens, des biologistes, il y a vraiment toutes les disciplines, des géologues éventuellement. Donc on essaie de réunir plein de compétences pour étudier la question scientifique qui nous intéresse. Là par exemple, des biologistes qui vont prendre, c'est un filet à plancton, hein, comme on a fait à Bagnoul, c'est un peu plus grand. On déploie le filet à plancton, les filets vont être tractés derrière le bateau, l'eau va passer dans le filet et c'est le plancton qui va rester prisonnier dans le filet. Donc après, on va récupérer la base, hein, tout ce qui contient le zooplancton et le phytoplancton, et on va pouvoir caractériser les populations qui vivent dans ces régions-là. Ça, c'est ces fameuses bouteilles Niskin. Donc c'est ces bouteilles qui nous permettent de prélever de l'eau. C'est des petits cylindres qui ont un bouchon en haut, un bouchon en bas. Vous voyez à gauche, il y a les bouchons qui sont ouverts. Et ici aussi, vous voyez, ils sont ouverts. Et on va pouvoir, nous, depuis le bateau, déclencher la fermeture des bouteilles avec l'ordinateur. On va appuyer sur la touche entrée et la bouteille qu'on a sélectionnée va se fermer. Donc si vous êtes à 3000 mètres de profondeur et vous dites à la bouteille de se fermer, tout simplement, l'eau qui est à 3000 mètres, elle va être emprisonnée dans la bouteille. Et après, on remonte un petit peu la rosette et puis on remplit comme ça toutes les bouteilles jusqu'à la surface. Là, vous avez aussi des courantomètres qui regardent vers le bas. Quand le système descend vers le bas, il va mesurer par effet Doppler les courants en regardant vers le bas. Et il y en a un qui est tourné vers le haut pour quand vous allez remonter la rosette, il verra les courants donc tourner vers le haut. Et il y a tout un tas de sondes ici
qui vont mesurer aussi la salinité, la température, la fluorescence, l'oxygène, etc. Donc voilà, là je crois que c'était pas des photos d'océan austral, c'était une photo de, je crois qu'on était en Indonésie. Hein. Mais on voit bien la rosette. Et donc la rosette part dans l'eau, vous voyez les bouchons sont ouverts, donc c'est plutôt la descente, c'est pas la remontée. Hein. Si vous avez la remontée, normalement, si ça a bien marché, les bouchons sont fermés. Et après, quand on récupère la rosette, nous, je vous avais dit, il nous faut beaucoup d'eau. Donc on vide les bouteilles, mais souvent, ça, par exemple, ça peut constituer un seul échantillon. Donc on porte des bidons de 20 litres. Nous, dans mon équipe, on porte des bidons de 20 litres. Au début, on avait commencé à 30 litres. Et maintenant, 20 litres quand même, parce qu'on a vieilli un petit peu, mais c'est sympa, hein, ces poches. Et 20 litres, c'est pas beaucoup encore pour nous. Il faut vraiment plusieurs fois 20 litres pour avoir un échantillon. Donc on va vider chacune des bouteilles. Il y a des petits robinets qui nous permettent de vider l'eau des bouteilles. Et on travaille de jour comme de nuit. Hein. Quand on est arrivé en station, il faut travailler. Il n'y a pas de rythme calé. Il y a des stations qui sont prévues. Et quand c'est ton tour de prélever, tu te lèves. Moi, j'aime bien travailler de nuit parce que tu as une ambiance un peu calme, c'est sympa. Une mission, on avait faite comme ça dans l'Amazon. J'avais été chef de mission, on n'avait travaillé que de nuit. Mais tout le monde m'en avait voulu, mais ce n'était pas ma faute. On était parti et première station, on était de nuit. Du coup, on a fait la station. On était reparti. Du coup, tu voyages de jour et à chaque fois, tu pars mal comme ça. Donc, moi, j'avais bien aimé parce que je trouve ça assez agréable de travailler de nuit. Et après, l'eau, vous voyez, donc voilà, on part avec une jeune qui était en postdoc de l'Université de Barcelone, Esther, et Bruno, qui est maintenant maître de conf à Gif-sur-Yvette, mais qui était en postdoc aussi à Toulouse. Et voilà, on vide les bouteilles, c'est un peu ça la mission, hein, on fait pratiquement ça tout le temps. Hein, alors il y a des collègues qui vont utiliser des bouteilles simples, qui vont déployer sur le câble, parce qu'elles sont fermées déjà. On les lance fermées, et en profondeur, elles sont capables de se réouvrir pour que l'eau se remplisse et de se refermer. Pourquoi? Parce que le souci, quand vous les ouvrez sur le pont, il y a peut-être la contamination du bateau, les câbles rouillés qui peuvent faire rentrer des particules dans la bouteille. Là, au moins, si tu l'envoies fermée, tu ne vas pas contaminer. Donc, c'est les gens qui mesurent des faibles concentrations, par exemple de fer, justement. C'est compliqué de mesurer du fer dans l'eau sur un bateau qui est constitué de fer, donc avec un câble en fer. Donc il y a quand même un défi technique. Donc il faut essayer de ne pas contaminer. Ce que tu veux, ce n'est pas le fer rejeté sur le bateau, mais c'est la concentration de fer dans une colonne d'eau océanique. Voilà, et là, c'est les fameuses pompes in situ qu'on installe. Donc c'est Morgane qui était en thèse avec moi jusqu'en l'an dernier, et Virginie qui a été en thèse avec moi, qui est maintenant à l'université de Toulon, maître de conf. Donc on peut trouver du boulot après ces études, dans la recherche. Donc les pompes, vous voyez, j'avais dit, on en place plusieurs sur le câble, donc vous voyez, on prépare toutes les pompes, et les pompes vont ensuite aspirer l'eau, qui vont passer, les cartouches jaunes, c'était un peu visuel, mais en fait elles sont noires plutôt chez nous. C'est le manganèse, elles sont empreintes de manganèse, et c'est le manganèse qui va retirer les radioéléments. Donc vous voyez, on déploie les pompes. Il y a une tête avec un filtre dedans, en fait, parce que c'est des pompes qui servent aussi à collecter les particules. L'eau va être aspirée, là c'est les batteries qu'on met dedans. Le blanc, c'est une pompe qui aspire l'eau par la tête. Les ouvertures, l'ouverture de la tête, c'est des petits trucs rouges, là. On a l'impression que c'est des bouchons, mais non, c'est ouvert. Et l'eau va passer au travers d'un filtre de 142 mm de diamètre qui va retenir les particules. Et ensuite, l'eau va passer au travers donc, des cartouches. Et à la fin, pour savoir le volume, eh bien, il y a un volumètre. Donc on mesure le volume avant le déploiement et on mesure le volume après déploiement. Comme ça, on a le volume qui est filtré. Donc après, on récupère les filtres, par exemple, si on est intéressé par les particules. Le filtre, initialement, il était blanc et là, il est couvert de matière. Donc on voit bien, là, c'est du phytoplancton. Il y a de la matière qui, comme vous avez fait aussi à Marius, donc il y a de la matière qui est collectée sur le filtre. Et plus vous allez en profondeur dans la colonne d'eau, moins il y a de matière. Et c'est ça qu'on étudie. C'est du carbone qui a été accumulé ici. Et qu'est-ce qui devient ce carbone? C'est du carbone qui a été pris par le phytoplancton dans l'atmosphère, qui est transformé dans la matière, qui est injecté dans la matière organique, qui est incorporé dans la matière organique. Et ensuite, ce carbone, il chute avec les particules et éventuellement, il s'accumule au fond des mers. Donc là, vous voyez des filtres à différentes profondeurs. Et voilà, on regarde un petit peu l'évolution. Alors c'est vrai que c'est pas toujours intuitif, parce qu'à 1000 mètres, là, c'est chargé.
C'est pas un super exemple, mais parfois on voit vraiment le changement de couleur de plus en plus clair, bien sûr, en allant vers les profondeurs, ce qui n'est pas forcément évident ici. Et après, on va faire toutes nos analyses sur ces filtres, par exemple, et ensuite sur les cartouches. Sur les filtres, c'est la matière particulière qu'on analyse. Sur les cartouches, ça va être la matière dissoute. Voilà, et puis après, c'est ça, c'est ce qui est chouette, c'est qu'on travaille en équipe. Hein. Rien que pour déployer des pompes, on a besoin de tout ce monde-là. Il y a des gens qui pilotent le câble, il y a des gens qui pilotent la manip, des gens qui préparent les cartouches, et d'autres qui préparent les filtres. Donc on est assez nombreux pour un déploiement. Et après, on va laisser les pompes tourner pendant 2 heures, par exemple, in situ, avant de les relever. Bon, là, on est équipé parce qu'il peut faire un petit peu chaud. Ça, c'est un bonnet que j'avais ramené d'Écosse, c'est pour ça qu'il est un peu cassé. Et on va aussi carotter, donc on envoie des carottiers. Là, c'est un carottier un peu qui s'appelle Octopus, comme une pieuvre, il va se poser au fond. Et puis, les tubes en plastique vont s'enfoncer dans le sédiment. C'est les bras qui sont relevés et qui mécaniquement ensuite vont se fermer et vont se placer. Parce que si vous envoyez un tube en plastique dans le sédiment va rentrer dedans. Si vous ressortez le tube en plastique du sédiment, le sédiment va dégueuler du tube. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui mette la main dessous. Donc ils ont fabriqué comme ça. C'est un système de bras qui peut se relever. Et dès lors que le tube touche le fond, le bras se referme et si tout marche bien, le disque noir se met bien sous le tube en plastique. Et du coup, c'est comme si vous mettiez la main en dessous et le carottier remonte en surface normalement avec le sédiment. Bien sûr, il arrive que parfois le bras il est un petit peu à côté. Et si le bras est à côté, il n'y aura plus de sédiment dans le tube. Donc quand le carottier revient, la première chose que vous faites, c'est de regarder est-ce qu'il y a du sédiment dans les tubes. Est-ce que ça va marcher? Des fois, ça foire. Les manips peuvent foirer. Donc là, on peut espérer que c'est plutôt un carottier qui descend dans l'eau, plutôt qu'un carottier qui remonte, parce que si... Ah non, il remonte, puisque regardez, les bras sont fermés. Si les bras sont fermés, c'est qu'il remonte. Et là, on dirait que ça n'a pas bien marché, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sédiment dedans. Alors ça peut arriver que ça se déclenche, que les bras se déclenchent, s'il y a des courants, s'il y a des vagues. C'est un peu compliqué, bon, la technologie est simple, mais après, il y a les difficultés du milieu. Là, c'est Bruno Hamelin, par exemple, du CEREJ, à Aix-en-Provence, qui était responsable de l'observatoire de Aix-Marseille, qui était content d'avoir collecté une petite... on est content quand même quand on arrive à prélever du matériel, parce qu'on se dit après, ça va être des belles analyses en perspective. Et nous, nos échantillons, une fois qu'on les a prélevés, on a des détecteurs. Je vous ai présenté les détecteurs dans l'Ariège qui sont sous la montagne, mais on amène aussi des détecteurs sur le bateau parce que je mesure des radioéléments qui ont parfois 4 jours de période radioactive. 4 jours de période, ça veut dire qu'en 4 jours, l'activité est divisée par 2. Donc quand on a une campagne qui dure 50 jours, et que je prélève un échantillon le premier jour, après 50 jours, bien sûr, mon radioélément aura complètement disparu de l'échantillon, donc je suis obligé de le mesurer aussitôt après l'avoir prélevé, donc ça nécessite d'avoir bien sûr les détecteurs embarqués. Et après, les laboratoires, bon, on ne voyait pas très bien les détecteurs, mais les laboratoires, ça peut être des choses comme ça. Ça, on est sur le bateau, et puis chacun a des petits espaces où on peut travailler. Là, par exemple, c'est Karine Leblanc de Marseille qui faisait des filtrations. Tout ça, c'est des filtrations. On filtre de l'eau, pour récupérer de la matière particulière, et ensuite on fera des analyses. Et tout est attaché, parce que là, c'est peut-être calme, mais bien sûr, il faut imaginer, dès que ça bouge, il y a tout qui tombe. Et de toute façon, si tu ne l'attaches pas, si tu es un peu fainéant, tu es puni. Donc, parce que ça, quand tout est tombé, tu es content. Et si tu casses ton matos, si tu n'as pas un appareil de remplacement, tu ne pourras pas téléphoner pour qu'on t'en livre un autre. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. On est au milieu de nulle part. Voilà, donc il y a différents labos. Il peut y avoir même des ambiances salles blanches. Donc ça peut être très clean comme endroit. Là, c'est Andy Bowie qui travaille en Tasmanie. Vous voyez, on est un peu de partout. Et là, il est vraiment, lui, il analyse le fer. Donc il ne faut vraiment pas contaminer. Donc il travaille en salle blanche. Là, on est sur la passerelle.
Donc c'est le poste de pilotage. Donc là, sur ce bateau-là, c'est des officiers qui pilotent le bateau. Mais on a le droit, nous scientifiques, quand même, d'aller à la passerelle et de regarder la vue, c'est toujours assez sympa, et de discuter avec eux, ou d'aller voir les cartes, etc. Donc une cabine, ça peut être ça c'est une cabine labo. Donc c'est une couchette qu'on va rabattre, et la journée, éventuellement, on peut le relever, et puis on travaille dans l'espace. Il peut y avoir 2 couchettes dans cette cabine, et parfois il y a des cabines qui sont un peu plus comme des vraies cabines. Là, c'était une année où j'avais peut-être eu moins de chance. Mais... Et après, il faut se nourrir. On se nourrit sur un bateau, donc nous on est français, donc les Français font très attention à la nourriture. Donc ça c'est chouette, parce que notamment sur le Maillan du Frêne, c'est un espace incroyable. Il y a ce restaurant, il y a des heures pour manger. Et donc, on s'arrête à midi. Alors, tous les étrangers trouvent ça dingue. T'es anglais, de t'arrêter à midi, tu vas t'arrêter de travailler à midi pour aller manger. Alors, ils comprennent pas. Mais au bout de 2 semaines ou 3 semaines, c'est les premiers à faire la queue. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Et c'est vrai que moi, j'ai fait des fois des bateaux américains. Tu vas plutôt dans le frigo et puis tu te fais ton sandwich. C'est vrai que c'est pas le même truc. Là, tu manges des fois. Et du côté de Kerguelen, on pêche carrément des langoustes. Donc, des fois, ils nous servent des langoustes, c'est des trucs de dingue. Pas forcément celles qui ont été pêchées au moment où on y était, mais ils ont rempli les congélos. Et bon, parfois, on peut avoir de l'alcool aussi à bord. Sur les bateaux français, l'alcool est toléré, parce que sur certains autres bateaux, c'est interdit, par exemple. Sur les bateaux américains, pas d'alcool. Donc, sans alcool, la fête est plus folle, je sais pas. Mais des fois, quand tu as travaillé une bonne journée, ou même 2-3 jours sans dormir, enfin pas sans dormir, mais ça fait du bien des fois de te retrouver à boire un verre avec des collègues et à discuter. Bon. On est plus efficace comme ça. On est plus efficace comme ça, moi je pense. Mais après, c'est le problème des limites, quoi. Si t'en bois un peu, c'est plus efficace. Et après, il y a eu des problèmes parce qu'il y a des gens qui étaient complètement bourrés qui sont tombés à l'eau. Donc là, ça pose un problème. Quand tu tombes à l'eau, c'est un problème. Parce que nous, on a fait des fois des exercices où tu as la grosse bouée rouge, là, que peut-être, non, je ne l'ai pas montré, mais une grosse bouée rouge que tu balances à la mer et tu fais l'exercice d'homme à la mer. Je ne sais pas si vous avez passé le permis côtier. C'est-à-dire que tu dois faire un trajet en 8 et tu reviens vers ton homme à la mer. Là, on a envoyé une grosse bouée flottante rouge. Et déjà, tu la perds de vue. Dans des eaux comme ça, au bout de 20 minutes, nous on avait mis 1h30, je crois, pour revenir sur la bouée rouge, que quelqu'un celui qui l'avait lancé, il avait bien essayé de garder où est-ce qu'était la bouée rouge, mais bien sûr, quand quelqu'un tombe à l'eau, c'est pas comme ça. Et il est arrivé, semble-t-il, des fois où les gens allaient pisser à l'arrière du bateau, parce qu'on a vu l'arrière du bateau commencer. L'arrière du bateau, il était loin l'arrière du bateau. Voilà, l'arrière du bateau, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un endroit où on a envie de pisser, je ne sais pas. Mais ça peut être dangereux si tu es un peu bourré, quoi. Et donc, il y a eu effectivement des événements comme ça, semble-t-il, qui ont fait que maintenant, bateau anglais, bateau américain, plus d'alcool. Voilà. Donc, j'ai pas fait la photo, mais c'est vrai que à côté, il y a un bar, ici, sur le Marion. Donc, il y a un bar. Donc, c'est vrai que ça permet, sur ce bateau-là, de passer des soirées, ou quand tu as fini de travailler, tu peux aller boire un verre. Avec des tarifs aussi intéressants. Le whisky 16 ans d'âge est moins cher que le coca. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on choisit? Le choix est difficile. Voilà. Mais voilà, si on reste raisonnable, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc là on arrive sur les îles Kerguelen. Donc quand on arrive sur les îles Kerguelen, on a cette vue-là, et là c'est là où on imagine peut-être un peu Kerguelen, quand il est arrivé en 1772, il avait peut-être la même vision. Là on est en été, c'est ça qu'il faut imaginer. C'est l'été dans l'hémisphère sud. Kerguelen, vous voyez, c'est au milieu, là, dans l'océan austral, secteur indien. Et on imagine un petit peu ces premiers découvreurs, quel feeling il devait avoir. Donc c'est une île qui est très découpée. Elle fait la surface les Kerguelen, ça fait la surface de la Corse, mais le trait de côte de la France. Donc vous voyez, c'est tellement découpé partout, il y a plein de choses. Et la base française, elle est ici. C'est beaucoup de noms bretons là-bas, donc c'est la baie la baie du Morbihan. Il y a plein de noms bretons parce qu'on envoyait, c'est des pêcheurs qui allaient là-bas. Et donc ils ont donné des noms bretons. Donc il y a un glacier, le glacier Cook.
Et donc nous on est arrivé par là, et on s'est mis dans la baie du Morbihan pour débarquer. Donc toi quand tu as fait 3 semaines, 1 mois de mer, tu es content de voir une île. Dès qu'on voit une île, on est content. C'est vrai que c'est un changement par rapport à la mer tous les jours, Et on est content si on peut débarquer, bien sûr. Mais là, par exemple, on avait prévu de débarquer, et jusque-là, on avait l'impression qu'on allait pouvoir débarquer. Donc vous voyez un peu le paysage, il n'y a pas d'arbres qui poussent parce qu'il y a une végétation rase seulement, il y a tellement de vent que là, les arbres ne peuvent pas pousser. C'est trop de vent. Et tout à coup, vous voyez les conditions, on est en été, il y a de la neige qui tombe, et tout à coup, ça s'est monté d'un coup. Donc il y a le vent comme ça qui souffle. Alors c'est magnifique, mais on comprend bien qu'on ne va pas être débarqué en Zodiac. Là. Parce que pour aller sur l'île, il n'y a pas un quai et des gens qui nous attendent pour accoster. Donc il faut être débarqué en Zodiac et ensuite aller en Zodiac vers l'île. Et là, dès qu'il y a du vent, on sent bien que ça va être impossible. Donc cette année-là, on n'avait pas pu débarquer. Il y a juste une personne qui était malade. Donc il a été évacué vers l'île puisqu'il y a un hôpital sur l'île Kerguelen. Il y a aussi un hôpital à bord, mais c'est plus partiel. Avec un médecin, souvent il y a un médecin quand même à bord. Et donc, eux, ils avaient fait le trajet aller-retour juste pour cette personne malade. Ça, c'était en 2011. En 2011, on a eu la chance, il faisait meilleur. C'était vraiment des conditions parfaites. On est arrivé le matin, très tôt. Et voilà, donc vous voyez, en fonction des conditions, c'est pas du tout la même chose. Donc l'année d'avant, on n'avait pas pu débarquer. Donc il y en a qui étaient un peu déçus. Quand tu fais tout ce trajet, c'est que tu as envie d'aller voir des manchots, des éléphants de mer. Non, tu resteras sur le bateau et tu verras rien. Bon, c'est comme ça. Il faut y retourner plusieurs fois. Donc là, on est dans la baie du Morbihan. Et la base est plus loin. Vous voyez, c'est des petites baraques. Et ils ont un bateau, une plateforme qui vient vous aborder. Et vous allez débarquer par une échelle. Et vous allez pouvoir être transporté vers la base. Donc c'est l'aventure 2. Il y en a je ne sais plus si c'est celui-là où ils mettaient des drapeaux de pirates, c'était des furieux aussi. Ils étaient contents de voir du monde, et donc, ou pas, parce que des fois ils ne sont pas très contents, ils aiment bien rester entre eux. Donc nous on est vus comme des gens qui envahissent un peu, qui vont les déranger. Mais non, en tout cas on a pu débarquer 2 heures, je crois seulement, c'était le timing, donc c'est assez minuté. Parce que le temps, c'est de l'argent, tout le temps perdu, Il y a quelques années, c'était plus cool, quand même, on avait le temps de faire des choses, maintenant, un peu moins. Donc voilà, on s'éloigne du bateau, vous avez la vue du marin du Fresne, et là, on va vers les îles Kerguelen. Donc ça, c'est des traces un petit peu, justement, de l'industrie. On envoyait des hommes sur Kerguelen, notamment pour exploiter l'huile. C'était à l'époque on se chauffait aux lampes à huile, avant l'électricité. Et où est-ce qu'on trouve de l'huile? Dans les éléphants de mer. Donc on allait faire la chasse à l'éléphant de mer sur les Kerguelen, puisqu'il y a plein d'éléphants de mer, et il y a plein de graisse dans les éléphants de mer. Donc on les tuait, on exploitait la graisse, on pressait la graisse pour faire de l'huile. Éventuellement, si on trouvait des manchots, on mettait aussi dans la presse, et tout ce qui pouvait faire de l'huile, ça marchait. Et ensuite, j'imagine, ça c'est des rails qui permettaient de transporter le matériel vers les bateaux qui venaient récupérer le système. Et nous, on avait profité pour faire un prélèvement. Donc on trouve des éléphants de mer sur l'île, donc c'est ça qui est sympa. Il y a cette faune qu'effectivement on n'a pas l'habitude de voir à Toulouse. Là, il a dû se battre un peu, effectivement, ou alors il a une narine comme ça, je ne sais pas. Mais il est un petit peu abîmé, on dirait. Ils se battent souvent quand même. Là, on était dans des conditions où il pleuvait beaucoup, donc c'est assez humide, vous voyez. C'est en plein été, encore une fois. On était tout trempés en se promenant 2 heures. Ouais. Mon appareil était plein d'eau. On voit quand même le bateau. Ça, c'est Christophe Cassou, je ne sais pas si vous connaissez Christophe Cassou. Il passe souvent, c'est un scientifique de météo, du Cerfax Météo France, et donc il passe souvent à Météo Climat, si vous regardez. Il participe aux réponses des scientifiques apportées quand vous avez des questions sur France 2. Christophe Cassou. Et donc, ça, c'est des jeunes qui étaient en thèse, c'est des thésards qui faisaient leur thèse sur ce projet-là. Donc, vous voyez, la végétation, c'est rare, il n'y a pas d'arbres. On ne peut pas faire pousser des végétaux, il n'y a pas grand-chose qui pousse.
Ça, c'est une autre année hein, où les conditions étaient un peu meilleures. On voit des manchots. Ce sont des manchots royaux. Donc, en Antarctique, ce sont des manchots empereurs. Là, ce sont des manchots royaux. Donc, on a des grandes colonies de manchots. Ça, ce sont des manchots papous, un peu différents. Mais ils n'ont pas peur de nous. Vous voyez, j'ai plus de difficultés à prendre en photo des cormorans ou des mouettes sur la Garonne que des manchots. Donc on dit bien des manchots, pas des pingouins. Hein. Les pingouins, ce sont des oiseaux qui volent, qu'on a en Bretagne ou en Normandie. Et les manchots, eux, ne volent pas et vivent donc dans l'hémisphère sud. On a un petit peu de confusion en français parce que les Anglais appellent ces bêtes-là des penguins. Mais ce sont des manchots, ce ne sont pas des pingouins. Donc vous voyez, les cormorans sont comme ça, un peu différents des nôtres. Ils ont des beaux yeux bleus, un tubercule jaune, et là il y a les deux poussins. On était en période de nidification. Et on pouvait approcher sans problème. Donc voilà, et devant, c'est la baie du Morbihan. Avec le mont Ross, hein, qui est le point culminant des Kerguelen. Encore des éléphants de mer, donc plutôt femelles, hein, ici. On verra un mâle plus tard, et puis à un moment donné, il faut bien revenir sur le bateau. Donc on accoste avec la barge, et là il faut monter sur les petites échelles pour remonter dans le bateau. Il y a quand même du dénivelé, donc on trace les sacs, on passe et on monte sur l'échelle. Donc c'est quand même une taille importante hein, ce bateau. Donc quand on se prenait les paquets de vagues, hein, c'est que ça bougeait fort. Voilà. En repartant, on est allé visiter les îles Crozet. Les îles Crozet, c'est une autre île où il y a des scientifiques qui travaillent. Hein, donc, vous, dans le cadre du volontariat à l'aide civile, vous pouvez partir pratiquement 1 an là-bas. Hein. Donc, ça peut être des options aussi si vous voulez quitter un petit peu la France. Et là, on arrive à Crozet, donc vous avez la Manchotière. Hein. Tous les points blancs, ce sont des Manchotières. Avant, les bâtiments de la base étaient sur la plage, mais ça faisait trop de bruit. Hein. Donc, ils sont partis, ils ont construit les bâtiments en hauteur. Donc, les bâtiments sont maintenant en hauteur. Et il y a quelques dizaines de personnes hein, qui passent l'hiver là-bas pour observer les manchots, faire des relevés atmosphériques, faire des études de géologie, etc. C'est assez varié. Et des militaires aussi. Et la présence militaire, des fois que quelqu'un voudrait attaquer ces îles. Donc voilà les bâtiments. Et pareil, c'est végétation rase. Donc vous voyez l'appellation île de la désolation, on voit bien, c'est beaucoup de cailloux, végétation rase. Là, c'est une condition de belle mer, donc on pouvait vraiment aller sur l'île en Zodiac et on faisait donc des déplacements en bateau. Tout le monde n'a pas débarqué. Moi, j'ai eu la chance de débarquer parce que je savais, on m'avait dit, si tu veux débarquer, il faut demander des échantillons à la plage. Donc moi, j'avais demandé, avant, hein, quand on écrit le projet, des échantillons à la plage. Mais c'est vrai que moi, dans mes études, c'est important, les échantillons à la plage. Donc grâce à ça, on a pu aller chercher des échantillons à la plage. Et donc c'est vrai que ça c'était un moment assez dingue hein, de pouvoir débarquer comme ça sur la plage. Plage de sable noir, les manchots, donc là il y a les adultes et puis vous voyez les petits poussins qui sont déjà grands, hein, les poussins marrons là. Et par contre vous n'avez pas le bruit et l'odeur. Hein. L'odeur c'est infect et le bruit aussi. Et c'est un monde cruel, hein. On voit bien, là vous ne le voyez pas, mais ils essaient tous de se bouffer les uns les autres. Et donc voilà, ça a l'air joli comme ça, mais en réalité, les plus faibles, ils sont attaqués de partout. Hein. Voilà, ça c'est un éléphant de mer. Vous voyez un petit poussin qui est mal, à mon avis, il a été attaqué. Mais là vous voyez, donc ça c'est un éléphant de mer mâle, on voit bien sa protubérance hein, qui lui a donné son nom d'éléphant de mer. Et des manchots à perte de vue, et c'est toujours ça qui est assez incroyable. Hein, vous avez tous vu des reportages où il y a les adultes qui sortent de l'eau, qui cherchent leurs petits et qui arrivent à retrouver les petits dans ce bazar. Voilà, et là on voit le bateau donc, à l'arrière-plan, et à un moment donné, il fallait qu'on nous a appelé quand même qu'à un moment donné il fallait rentrer. Quand même. Encore un petit manchot papou. Là, c'est quand même notre prélèvement, on était venu faire un prélèvement. Donc on a fait un petit prélèvement d'eau avant de rentrer. Encore un coucher de soleil, parce que tous les soirs il y a un coucher de soleil. C'est ça qui est sympa. Et là on est sur l'île Heard. Alors l'île Heard, c'est une île au sud des Kerguelen. C'est une île australienne. Et vous voyez, on s'est abrité dans l'île Heard parce qu'il y avait vraiment le vent qui commençait à monter.
et il y avait des conditions mauvaises. Et on ne voyait pas l'île de toute la journée, on était devant, on n'a pas vu l'île, et tout à coup, on a vu l'île et le glacier qui apparaît. C'est assez incroyable. Donc c'est un grand glacier comme ça qui tombe dans la mer. Donc c'est assez magique. Pareil, il n'y a personne sur cette île, c'est vraiment des régions assez incroyables. Là, c'est toute l'équipe de Paris, par exemple. Et on était en pleine tempête, on est un peu abrité quand même par l'île. Et là, on arrive à La Réunion, à la fin. Donc à nouveau, on se retrouve dans le soleil, on est dans des conditions un petit peu différentes. Et on rentre au port. Donc juste, si on a encore un tout petit peu le temps, j'ai 5 minutes, là j'ai les dernières photos de l'Antarctique, pour vous montrer comment c'est quand on va plus haut en latitude dans l'hémisphère sud. Donc là, on prend un brise-glace pour le coup. La France n'a pas de brise-glace. Donc, ils ont l'astrolabe, qui est quand même, il y a l'astrolabe quand même qui est brise-glace, qui va de Tasmanie jusqu'à Dumont-d'Urville, justement la base française. Pour y accéder, on part de l'Australie, on part de Tasmanie avec un bateau français. Et le Polar Stern, donc, qui est un bateau qui va dans l'Austral l'été austral et qui va dans l'Arctique l'été boréal. Donc vous voyez, c'est le même principe, c'est des grosses grues, c'est un bateau qui fait une centaine de mètres de long, sauf qu'on parle allemand et on mange moins bien. C'est un peu la différence. Bien sûr, on mange moins bien sur un bateau allemand. Ils font des bons gâteaux. Il y avait le goûter, c'était le goûter à 4 heures. Goûter à 4 heures, c'est des gâteaux, gros gâteaux. Alors au début, pareil, tu te dis, mais à la fin, tu es content d'aller manger du gâteau avec les collègues à 4 heures. On prend vite des habitudes. Donc là, il y avait un hélicoptère sur le bateau, donc on a eu la chance de faire des petits tours en hélicoptère. Et ça, c'était assez sympa d'être en hélicoptère au-dessus du bateau, et surtout quand tu vois l'hélicoptère qui va se poser, c'est assez incroyable de se dire qu'il arrive à se poser pendant que le bateau avance. Donc c'est les hélicoptères qui sont utilisés en Antarctique. Quand on accoste en Antarctique, les hélicoptères vont transporter le matériel et les personnes vers la base qui est située à 10 km de là où on est arrêté. D'accord ? Bon, voilà le trajet de la campagne. On part de l'Afrique du Sud, du Cap en Afrique du Sud, et on va à Neumayer en Antarctique. Et après, on est parti faire du carottage un petit peu en face de l'Antarctique. Donc pareil, les conditions, bien sûr, c'est exactement pareil. On retrouve les conditions compliquées. Là, c'est une île, Bouvet, qui est en plein milieu de l'Atlantique. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est ça, c'est Bouvet. Il n'y a rien, c'est un glacier. Et c'est pareil, c'est Bouvet qui l'a découverte. Et lui, il n'a pas pu débarquer non plus, parce que vous imaginez, débarquer comme ça, avec un bateau à voile en bois, c'est compliqué. Même nous, là, avec un gros bateau, on n'aurait jamais pu débarquer. Les conditions étaient terribles. Il y a des grosses falaises. Et donc, lui, il avait mal localisé la position de l'île. Donc, les Français qui sont revenus après ne l'ont jamais trouvé. Et c'est les Norvégiens qui l'ont trouvé, donc qui ont pris possession de l'île, et ça s'appelle maintenant Bouvet-Toya. Ils ont quand même gardé un peu le nom français, Bouvet, mais c'est Bouvet-Toya, et c'est donc norvégien. L'avantage d'une île, c'est d'avoir toute la zone économique autour de l'île. Donc là, la différence, quand on va un peu plus vers l'Antarctique, c'est ça, c'est d'avoir l'eau qui va commencer à geler, et donc on a des plaques de glace, et ça c'est assez chouette de voir ces paysages. On a le bateau comme ça qui pénètre dans cette banquise. Ce sont des plaques de glace qui peuvent atteindre 2-3 mètres quand même d'épaisseur, c'est assez épais. Et derrière, on voit bien la différence, ce sont ces icebergs, c'est ces blocs de glace qui se détachent du continent. Vous voyez, ça c'est un iceberg, et on voit bien la glace de mer. Et on est sur le bateau qui casse la glace. Donc on a eu des tempêtes, on a eu des icebergs, de la glace, et c'est vrai que ça c'est des paysages incroyables. Et comme on est en été, haute latitude, il n'y a presque pas de nuit. On avait une nuit peut-être d'une demi-heure. Donc tu es constamment à voir ces paysages incroyables. Sans avoir la nuit, tu as un peu l'adrénaline, tu n'es pas très fatigué. Tu as du mal à aller te coucher. Et après, on arrive en Antarctique, on accoste la glace, et on ne peut pas mettre une coupée pour débarquer, parce que ce serait trop dangereux. Donc c'est la grue qui va te débarquer avec une nacelle. Et ensuite, on a tous débarqué pour aller faire un grand foot. On a fait un foot sur la glace, c'était sympa. Et après, on a été à pied à la station. On s'est pris un peu pour des explorateurs. On a fait 10 km à pied, avec les hélicoptères qui nous rasaient. Ils étaient tout fous. Il y a longtemps qu'ils n'avaient pas piloté leur hélicoptère, donc c'était des joujoux, quoi. C'était limite dangereux aussi. De toute façon, qui est-ce qui pilote des hélicoptères sur des bateaux comme ça? C'est parfois des gens qui veulent vivre des expériences un peu différentes. En tout cas, nous avait bien rasé, il avait fallu
qu'on se mette à plat ventre hein, pour Paul qui... Ah bah, c'était marrant, il trouvait ça marrant. Donc voilà, et en Antarctique, hein, pour finir, c'est ça, la base Neumayer en Antarctique, c'est des bâtiments qui ont été construits sur la glace. Et comme on est à 10 km dans le continent, bah, y a de la glace qui s'accumule, de la neige, et donc bah, tous les ans, le bâtiment s'enfonce en fait. Il y a de la neige qui s'accumule dessus. Et donc, bah, nous, quand on y était, là, ce que vous voyez, c'est des portions qui sortent de la glace, et la station était déjà 6 mètres en dessous. Et donc là, ce sont juste des entrées de la cage d'escalier. Ils mettent des escaliers pour pouvoir descendre hein, dans les bâtiments qui sont maintenant à 6 mètres en dessous. Donc tous les 2 ans, hein, je crois, ils remettent des portions de cheminée ou de quoi que ce soit pour pouvoir connecter avec la surface. Et ils remettent un étage hein, d'escalier pour pouvoir se connecter avec la surface. Mais toi, ça fait bizarre, hein, parce que quand tu descends, tu as l'impression, et tu arrives dans une pièce, c'est comme dans un sous-marin. Hein, j'ai pas les photos de l'intérieur, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Voilà, donc ça c'est le poteau, le panneau là, qui vous indique le Südpol, 2155 km hein, par là. Vous voyez, c'est pas si loin que ça. Et la station anglaise hein, qui est à 798 km dans cette direction. Et là, il y a une station d'Afrique du Sud hein, qui est encore plus proche. Ouais. Donc c'est les stations, les bases les plus proches. Parce que tous les pays ont des bases en Antarctique. Enfin, beaucoup de pays ont des bases en Antarctique. Même l'Afrique du Sud. Enfin, il y a plein de pays. Parce qu'ils veulent marquer leur présence hein, en ayant des bases scientifiques en Antarctique. Le jour où peut-être il faudra se partager l'Antarctique, il vaut mieux avoir été présent que pas présent. Si tu n'es pas présent, tu ne peux pas dire ah, « moi je veux le meilleur bout ». Cela dit, ça n'a jamais été partagé encore l'Antarctique, hein, vous savez peut-être, puisque le partage qui a été fait en camembert, hein, les Américains ne l'ont pas validé. Donc, s'il n'a pas été validé, c'est que le partage ne vaut rien. Mais souvent, vous voyez des images encore avec l'Antarctique qui est partagée. Et la base américaine, hein, elle est au pôle Sud. Ils ont choisi le pôle Sud. Voilà, donc on trouve aussi une faune incroyable. Ici, des manchots Adélie, du nom de la femme de Dumont d'Urville, hein, qui s'appelait Adèle, hein, donc il appelait ça les manchots Adélie, d'où la terre Adélie aussi. Ici, c'est juste un petit pétrel hein, qui s'était posé sur le bateau et qui a vomi le krill. Le krill, c'est la nourriture des baleines, hein, vous voyez, c'est une possibilité. Moi, c'est la première fois que je voyais du krill, ça me permet, je suis content du coup de prendre cette photo. Mais c'est du krill, vous voyez qu'il a quand même bien mangé du krill. Hein. Il était même à un moment donné trop lourd, il n'arrivait même plus à décoller, je pense, parce qu'il avait trop mangé. Donc à un moment donné, il a fallu peut-être qu'il vomisse, qu'il régurgite, on va dire, pour pouvoir décoller. Et voilà, ce paysage hein, toujours assez incroyable. Ces plaques de glace hein, qu'on traverse en bateau, ces couchers de soleil devant les icebergs, hein, c'est toujours des paysages assez incroyables. Et là, bah, pour le coup, on finissait au Cap, en Afrique du Sud, avec la montagne de la Table, hein, peut-être que vous connaissez. La Réunion, bah, voilà. Après on profite un peu sur place, on découvre des paysages complètement différents. Des couleurs, on retrouve des couleurs, des fruits qu'on ne mangeait plus, bien sûr, parce que sur le bateau, au bout de quelques semaines, il n'y a plus de fruits. Hein. Quand on a tout épuisé, ben, on mange différemment. Hein. Et voilà, et ça se termine comme ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ça a débordé un peu quand même. Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou si c'est trop tard ou si vous avez un dîner de la Saint-Valentin. Ouais. Est-ce que tu as été dans les... Alors je ne sais pas si c'est en Antarctique ou si c'est en Arctique, mais tu sais, il y a les expériences Ice Cube pour les détecteurs de neutrinos. Ouais, si, je crois que c'est en Antarctique. Hein, ouais. En Antarctique. Ouais, je crois que c'est à la base Concordia, je crois. Donc Oui, ça me dit un truc. Ouais, ça c'est en Antarctique. Du coup, c'est une base où tu dois arriver à Dumont d'Urville et ensuite tu vas en chenillette à Concordia. Mais il y en a pour des jours de trajet, non? Ouais, il y a plusieurs jours, là, tu sais, tu vas en convoi, comme tu vois vraiment à la télé. Tu vois qu'il y a à côté des véhicules. Hein. Et alors, je l'ai au tout début, hein, mais c'est les diapos des stations un petit peu plus grandes que j'avais montrées dans mes photos. Quand Terre de Science, là, tu as des stations. Les Russes aussi sont en train de rénover leurs stations russes.
Vostok, où a été prélevée la carotte de Vostok, et c'est des bâtiments assez incroyables. Après, les Russes, ils sont très bien équipés en perce-glace. Ouais, ils ont des brise-glaces. Bah, c'est même compliqué, parce que maintenant, dans l'Arctique, avant, on dépendait pas mal d'eux pour casser la glace de l'Arctique, et maintenant... Bah, je crois qu'il y avait qu'eux, en fait, à l'époque. Ouais, il y a peut-être les Suédois un peu qui aident, mais les Canadiens qui sont un petit peu, mais bon, c'était surtout les Russes quoi, qui étaient dans ce secteur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier à toutes les personnes qui étaient là et du coup vous, Peter. Ouais, bah merci. Oui, pardon. Merci à vous. Moi j'avais une question sur le carottage. Là vous avez montré un appareil qui se ferme, Ouais. mais c'est absolument pas la seule méthode. Enfin, il y a des carotteurs qui juste remontent des carottes par aspiration. Ouais, c'est vrai. Les carottes plus longues, telles que celle qui est sur la première diapo. Ah non, c'était pas ça. C'était l'autre diapo. Oui, c'était sûr. Bon, c'était peut-être pas important de la remontrer, mais... Ouais, tu peux avoir des carottiers gravités comme... Oui, voilà, par gravité. Par gravité, comme celui-ci. Tac. Donc c'est un tube métallique qui est surmonté d'une masse qui peut faire 2 tonnes. Tu vas dérouler ton câble jusqu'à proximité du fond, et quand tu es proche du fond, bah, tu vas dérouler un petit peu le câble. C'est comme celui-ci, tu vois. Et du coup, là, c'était un tube qui faisait 20 mètres de long, quand même. Et les 20 mètres vont s'enfoncer dans le sédiment. Ça paraît fou, quand même. Et après, bien sûr, quand tu arraches le carottier, tu peux avoir l'impression que tout le sédiment en dégage. Non, parce que tu as une tête, en fait, qui est un peu spéciale, avec des ailettes, qui laisse passer le sédiment qui va monter, tu vois, et quand le sédiment, quand le carottier ressort, les ailettes se ferment. Et c'est pas mal foutu parce que ça te permet bien sûr de ramener la carotte sur le pont. Et le Marion Dufresne, ils ont un carottier qui fait plus de 60 mètres de long. Et tu peux aller, comme ça, par gravité, des fois, collecter t'imagines, des carottes, t'as le carottier par gravité qui s'enfonce 60 mètres dans le sédiment, avec un système de seringue. Ils vont avoir un système breveté. Ça touche le fond, tu as une seringue qui se déploie à l'intérieur et qui va aspirer le sédiment pour faire justement que tu aies une carotte longue. Parce que 60 mètres par gravité, tu n'arriverais pas simplement comme ça. C'est un système qui a été brevé par l'IPEV, je crois, l'Institut Paul-Émile Victor. Et du coup, ils commercialisent les carottes parce qu'ils disent, tous les chercheurs du monde entier, nous, on est capable d'avoir des carottes de 60 mètres. Et du coup, ils viennent faire des projets avec eux. Et ils payent aussi quelque part cette technologie. Donc... Oui, je croyais que les carottes, elles étaient accessibles, justement. Les carottes sont accessibles, mais bien sûr, quand tu accèdes au bateau, le bateau a un prix. Quelqu'un doit bien payer le coût de la mission. Donc quand c'est une mission française, ça peut être le gouvernement français qui va payer la mission. Toi, tu vas payer tout ce qui est billets d'avion pour aller sur place, transport des équipements, et après, tout ce dont tu as besoin pour les analyses. Tout est payant. Sur le Marion Dufresne, je crois que c'est de l'ordre de 40 000 € par jour. Une mission, 40 000 € par jour. Tu pars 50 jours, tu vois un peu le prix. Donc c'est pour ça que là, on est en train un petit peu de voir aussi qu'on comprend bien que c'est polluant, des campagnes en mer. Ça injecte du carbone dans l'atmosphère. Donc on est en train de discuter déjà soit de changer un peu les types de bateaux, mais aussi peut-être de faire moins de campagnes. Oui, parce que moins de campagnes, t'émets moins de CO2. Donc est-ce que finalement, c'est des choix, hein, est-ce que tu privilégies, est-ce que tu dis, non, c'est important pour la science, il faut continuer, ou est-ce que tu fais... Les Russes, ils ont un bateau nucléaire pour aller tester ça. Ouais, ils ont des bateaux, un bateau nucléaire, c'est vrai, mais il n'y en a pas beaucoup, des bateaux nucléaires. Ouais, je crois qu'il y en a un ou deux. Sur le bateau japonais que j'étais, c'était un ancien bateau nucléaire. Mais ils ont remis un moteur thermique. Ils ont mis un moteur thermique. C'est dommage. Après, le nucléaire a d'autres risques aussi, et d'autres sources potentielles de contamination, mais voilà, c'est... Ouais. Au moins, ça n'émet pas de CO2, ça. Plus de questions? Merci à toutes et à tous, et merci à vous, Peter. Ouais, merci à toi, et merci à Magma. Ouais. Merci à vous.